Alors, ayant défini le champ électrique, on va commencer par voir comment obtenir le champ électrique pour une charge ponctuelle. Ici, je décris le schéma. On a une charge Q qui est là, qui est une charge ponctuelle. Et ce que l'on voudrait faire, c'est obtenir quel est le champ électrique au point qui est ici, qu'on va appeler P. Pour obtenir le champ au point P, il nous faut avoir la distance, c'est-à-dire le R, qui est représenté ici, entre la charge ponctuelle et le point où on veut calculer le champ. Donc ça, c'est R. Et on va utiliser pour la direction euh, le vecteur unitaire UR, le même qu'on avait utilisé au chapitre 1, donc UR. Le R, c'est pour radial, parce qu'en fait, il part de la charge et il s'en va vers l'extérieur, donc radial. Donc, c'est un vecteur unitaire, sa longueur c'est 1, et il va toujours pointer de la charge vers le point où on veut calculer le champ. Donc, on a déjà vu au chapitre 1 comment calculer la force électrique si on avait une charge Q0 ici au point P, donc une charge test. On aurait la constante de Coulomb fois le produit des deux charges, Q fois Q0, divisé par la distance au carré, fois le vecteur unitaire UR. Le vecteur unitaire nous donne la direction. Maintenant, on a vu tout à l'heure que le champ électrique était défini comme étant la force électrique divisée par la charge Q0 pour la rendre indépendante de Q0. Donc, si on enlève Q0, tout simplement, il nous reste ceci pour le champ électrique. Donc, KQ sur R carré fois le vecteur unitaire. Donc, le champ électrique au point P, il va pointer dans la même direction que le vecteur unitaire, c'est-à-dire il va être vers l'extérieur par rapport à la charge si la charge est positive. Et au contraire, si Q est négatif, puisqu'on va avoir un signe moins, le champ va être contraire au vecteur unitaire, donc il va pointer dans cette direction-là, vers la charge Q. Donc ça, c'est pour le champ électrique d'une charge ponctuelle. On va faire des exemples tout à l'heure, mais avant, je vais en profiter pour, en fait, je fais une parenthèse pour définir une nouvelle constante. On va appeler ça la permittivité du vide. Le symbole, ça va être epsilon 0, donc on prend la lettre grecque epsilon 0. Le 0, c'est justement pour faire référence au vide. En général, on va travailler dans le vide, mais un petit peu plus tard, on va aussi avoir d'autres substances. Donc, quand le champ électrique va être produit dans l'eau, par exemple, ou dans une autre substance quelconque, au lieu d'être epsilon 0, ça sera epsilon, je ne sais pas moi, epsilon E si c'est de l'eau, où on pourra utiliser le symbole que l'on veut. Donc, la permittivité du vide. La permittivité du vide, c'est égal à 1 sur 4pi fois K, la constante de Coulomb. Ça peut paraître un peu bizarre. Pourquoi on fait 1 sur 4 pi K pour définir une nouvelle constante avec une autre constante qui est la constante de Coulomb? Ça va devenir un petit peu plus évident un peu plus tard. Ça va tout simplement simplifier. C'est que souvent, quand on va calculer le champ électrique, on va se retrouver avec un facteur 1 sur 4 pi K. Ça va arriver souvent dans nos calculs. Alors, dans le fond, ça permet simplement de simplifier certaines expressions. Donc, c'est juste pour ça qu'on définit la permittivité du vide. Mais ça a quand même une certaine signification physique. On va en reparler un petit peu plus tard aussi. Donc, si on fait le calcul, 1 sur 4pi fois K, qui est K, c'est 9 par 10 exposant 9. Alors, si vous faites le calcul, ça va vous donner 8,85 fois 10 exposant moins 12. Les unités, c'est l'inverse des unités de K, puisque K est au dénominateur. Donc, ça va donner des coulombs carrés par Newton mètre carré. Cette constante-là, vous l'avez d'ailleurs dans la feuille de formule. Alors, ayant défini epsilon 0 de cette manière-là, on peut réécrire l'équation qui est en haut, l'équation qui est en noir ici. Je peux remplacer K. Si je l'isole ici, ça va donner 1 sur 4pi epsilon 0. Donc, je pourrais remplacer K par 1 sur 4pi epsilon 0. Je l'ai juste réécrit différemment ici. Donc, on obtient la formule pour le champ électrique d'une charge ponctuelle, mais écrit en fonction de epsilon 0, donc la permittivité du vide, au lieu de la constante de Coulomb. Ça ne change pas grand-chose. Pour l'instant, ça paraît même un peu plus compliqué. On a 4pi epsilon 0, donc comme 3 constantes au lieu d'une seule. Mais par contre, écrit comme ça, on peut remarquer qu'on a au dénominateur epsilon 0, puis ensuite 4pi r carré. Or, 4pi r carré, c'est la surface d'une sphère. Donc, vous voyez, ça serait la surface d'une sphère qui passerait par le point P et qui entoure
Q. Alors, c'est pas un hasard si c'est le cas. On va voir qu'il y a quand même une signification physique à ça un petit peu plus tard. Mais pour l'instant, disons que c'est pas trop important pour l'instant, là. Donc, disons juste qu'on peut utiliser la constante de Coulomb ou encore epsilon 0 comme on souhaite, puisqu'il y a juste une différence de 4pi si on veut entre les deux. Alors, je voudrais faire un exemple pour illustrer comment on calcule le champ avec lorsqu'il y a plusieurs charges ponctuelles. L'exemple que je vais faire, c'est l'exemple 2.2 de votre volume. La situation est illustrée ici. Dans le fond, on a trois charges, deux qui sont négatives, moins 2Q et moins 2Q, à chaque extrémité du triangle. Q, on considère que c'est une valeur donnée. Donc, dans le fond, on n'a pas le chiffre que ça donne, mais on considère que cette valeur-là est donnée. Puis, la charge qui est au centre ici est de plus Q. On a les côtés du triangle, donc D de chaque côté. Celui d'en bas aussi, donc il n'est pas indiqué ici, mais c'est D également pour le côté du bas. Notre but maintenant, c'est d'aller calculer quel est le champ produit au point P, donc qui est ici. Évidemment, comme on n'a pas un chiffre pour Q, ce qu'on va obtenir à la fin, ça va être une expression algébrique. Quand on a un problème comme celui-là, donc on va avoir trois champs différents à calculer. Puis on va calculer le champ total en faisant la somme vectorielle de ça. Mais quand on a un problème comme ça, il faut toujours se poser la question, est-ce qu'il y a une symétrie que je pourrais exploiter pour essayer de simplifier mon problème? Et ici, c'est quand même assez évident qu'on a une certaine symétrie, c'est-à-dire les deux charges moins 2Q vont produire, on peut deviner la direction du champ déjà, je vais peut-être la faire en rouge. C'est une charge négative, donc ça fait un champ qui va vers elle. Donc au point P, la charge Q1 qui est ici, va faire un champ qui va être à peu près, qui va être dans cette direction-là. L'autre charge Q3, qui est ici, va faire un champ qui va être identique en grandeur, puisque c'est la même charge et c'est la même distance. Par contre, il va être orienté comme ça. Et une chose qu'on est certain, puisque les charges sont égales, puis à cause de la symétrie du problème, c'est que les deux vont avoir des composantes en Y et des composantes en X, mais leurs composantes en X vont s'annuler. Alors, ça veut dire que on pourrait seulement calculer la composante en Y, puisqu'on sait que la composante en X va s'annuler. On pourrait même faire encore mieux, c'est qu'en fait, quand on aura calculé la composante en Y du champ produit par la charge Q1, ben, on sait que celle de la charge Q3, ça va être exactement identique. Donc, on pourra tout simplement la doubler, puisqu'ils vont tout simplement s'additionner. Pour ce qui est de la charge Q3, je vais peut-être le faire en vert, celui-là. La charge Q3 est positive et donc elle va créer un champ qui va à l'opposé d'elle-même. Donc elle va créer un champ qui va être vers le haut. Donc ça va être en Y aussi. Alors on peut déjà conclure que la composante en X du champ résultant va être égale à 0. Donc on va s'intéresser seulement aux composantes en Y. Alors commençons justement par peut-être la plus simple, Q2 justement, comme ça donne un champ qui est parfaitement vertical. Donc, on va calculer E2. Donc, en faisant la formule qu'on a vue tout à l'heure, c'est K fois, donc la constante de Coulomb fois la charge qui est Q sur la distance au carré. Alors, la distance, ça serait la distance de la charge au point P. Alors ça, il va falloir le calculer. Vous voyez, on a seulement ce côté-ci. On a aussi ce côté-ci qui serait D sur 2, en fait, puisqu'on a D au complet. Donc, on va utiliser le théorème de Pythagore pour calculer notre distance. Ça sera donc l'hypoténuse au carré, donc ce côté-ci, l'hypoténuse au carré, moins l'autre côté d sur 2 au carré. Donc, si on fait ça, on va obtenir ce côté-ci, le côté vertical au carré. Et c'est ce qu'on veut en fait. On n'a pas besoin de prendre la racine puisque la distance au dénominateur, elle est au carré. Donc, ça va nous donner ceci. Donc, K fois la charge sur la distance au carré, ça va nous donner le champ électrique. Il ne nous reste plus qu'à indiquer la direction. Alors, la direction, dans ce cas-là, le vecteur unitaire, UR, il va toujours de la charge vers le point. Donc, en fait, le vecteur unitaire en question, il va être vertical comme ça. Et donc, en fait, ça va être le vecteur J, puisqu'il est vertical, puis il est unitaire. Donc, c'est tout simplement notre vecteur J. Ici, on peut simplifier peut-être un petit peu le dénominateur, là. Ici, vous voyez, ça donne 1 d carré moins d carré sur 4. Donc, ça va nous donner
3/4 de d carré, ou encore 3d carré sur 4. Puis éventuellement, tout à l'heure, je ferai remonter le 4 en haut, puisqu'il divise au dénominateur. Donc, fois j. Donc, ça, c'est le champ qui est produit par E2. Maintenant, pour E1. Alors, le champ E1, on fait toujours la même chose. Donc, constante de Coulomb fois la charge. Dans ce cas-ci, la charge, c'est moins 2Q. Et on divise par la distance entre la charge et le point P au carré. Cette distance-là, ben, c'est D, en fait. Donc, on aura tout simplement D au carré. Donc, K fois la charge sur D carré. Et puis ensuite, il nous reste à exprimer le vecteur unitaire. Donc, je vais peut-être juste écrire UR pour l'instant. C'est le vecteur unitaire UR. Alors, le vecteur unitaire, il est comme ceci. Donc, on va toujours de la charge vers le point. Donc, évidemment, il va y avoir une composante en X et en Y. On va les écrire toutes les deux pour l'instant, puis on négligera la composante en Y tout à l'heure. Je vais juste réécrire un petit peu différemment ça ici. Donc, le moins 2, je l'ai envoyé en avant. Moins 2KQ sur D carré. Puis pour ce qui est de notre vecteur unitaire, donc je vais le mettre entre parenthèses ici. On a vu dans le chapitre 1 comment écrire un vecteur unitaire lorsqu'on a les composantes, les dimensions. Donc, qu'est-ce qu'on fait? C'est qu'on se prend un grand vecteur qui va de la charge jusqu'au point P. Ce vecteur-là mesure une distance D. Donc, on va mettre ses composantes, puis on va juste diviser par sa longueur pour avoir ensuite, pour qu'il soit unitaire. Donc, sa composante en X, la distance qui est ici, c'est D sur 2. Donc, on aurait D sur 2 fois I. Et sa composante en Y, donc le côté vertical qui est ici, c'est celui qu'on a calculé tout à l'heure. Donc, il se retrouve ici, là, je vais peut-être le pointer en rouge. Donc, il se retrouve ici, sauf que là, il était au carré. C'est ça qui nous a donné 3d carré sur 4 tout à l'heure. Il s'agit juste de prendre la racine. Donc, on va avoir plus racine de 3d carré sur 4. Donc, ça, c'est notre côté vertical. Je vais descendre un peu, me faire de la place. Et il nous reste à diviser. J'ai oublié d'écrire mon J. Puis, il nous reste à diviser par le module de ça, parce que pour l'instant, le vecteur n'est pas unitaire. Donc, pour qu'il soit unitaire, il faut que je divise par le module. Et le module, c'est tout simplement D. Parce que ce vecteur-là, vous voyez, c'est les composantes en X, Y. Donc, la distance D qui est ici, c'est le module. Voilà, alors ça me donne ceci. Évidemment, il y a un petit peu d'algèbre à faire pour simplifier tout ça. Là. Entre autres, le D va s'annuler avec ça. Ici, j'ai racine de D carré, ça va faire D aussi. Donc, en fait, il va s'annuler avec celui qui est en bas. Ensuite, je vais m'intéresser seulement, donc le D est annulé. Je vais m'intéresser seulement à la composante en Y pour les raisons que je mentionnais tout à l'heure. Donc ici, je vais juste retenir la composante en Y. Donc, il va me rester celui qui est ici, racine de 3 sur 4. Racine de 4, ça fait 2, donc ça va annuler le 2 qui est ici. Alors, il va me rester moins 2 racine de 3 KQ sur D carré. Donc, je vérifie que tout est là. Non, en fait, j'ai le 2 qui était annulé. J'ai oublié de l'annuler, mais je disais justement que le racine de 4, ça donnait 2 au dénominateur. Donc, en fait, ça annule ce 2-là. Voilà. Par contre, il reste racine de 3, KQ sur D carré. Alors, ça, c'est la composante en Y du champ 1. La composante en X, j'aurais pu continuer à la calculer, mais en fait, comme on a vu tout à l'heure, c'est inutile. Je peux tout de suite écrire que E3Y, ça va être identique pour les raisons qu'on a mentionnées tout à l'heure. Voilà. Et puis maintenant, il me reste à faire l'addition de tout ça. Donc, le champ total, on peut l'écrire ici à gauche. Ça va être la somme des trois. Donc, en fait, les deux composantes qui sont là vont s'annuler, ils vont se doubler, en fait. Donc, on va avoir moins 2 racine de 3 KQ sur D carré. Ça, c'est celle de 1 et de 3. Puis celle de 2 est ici en haut. Donc, si je renvoie le 4 en haut, ça va donner 4KQ sur 3D carré. Donc, on revient ici l'écrire, plus 4KQ
sur 3D carré. Et évidemment, tout ça, comme j'avais mis un vecteur en haut, c'est selon J. On peut mettre en évidence, évidemment, on a un coq sur d carré pour les deux, puis on a même un facteur 2 qu'on pourrait mettre en évidence également. Alors, je voudrais juste terminer avec la représentation graphique du champ électrique. Il y a plusieurs façons de représenter schématiquement le champ électrique. Soit on représente un champ de vecteurs, comme on a fait ici. Par exemple, on aurait une charge positive. On a représenté le champ électrique par des flèches. Donc, vous voyez ici, on a plusieurs flèches autour de la charge. Ils sont vers l'extérieur. Et on a représenté, vous voyez que les flèches deviennent de plus en plus petites au fur et à mesure qu'on s'éloigne, parce que comme le champ diminue avec le carré de la distance, ils vont devenir de plus en plus petits. Ici, on aurait le champ représenté pour une charge négative. Comme on a dit tout à l'heure, pour une charge négative, le champ il va vers la charge et non pas en direction inverse. Là, il faut penser que les deux charges sont vraiment tout seules, très éloignées l'une de l'autre. C'est sûr que si les charges étaient comme ça présentement, là, une à côté de l'autre, là, le champ serait perturbé par les charges d'à côté, donc il ne serait pas parfaitement radial, comme c'est le cas ici. D'ailleurs, on va voir tout à l'heure qu'est-ce que ça va donner. Donc, c'est une façon de représenter le champ électrique. L'autre façon, c'est avec des lignes de champ. Donc, ici, on a fait la même chose. Encore une fois, il faut penser que les deux charges sont vraiment éloignées l'une de l'autre. Donc, ils sont indépendantes là, ici. Donc, on a représenté encore une fois des lignes de champ. Donc, au lieu d'avoir des vecteurs, on a cette fois-ci simplement des lignes avec des flèches pour représenter le champ. Ici, c'est pour donner une idée justement, si on avait vraiment ces deux charges-là près l'une de l'autre, puis qu'on veut savoir quel est le champ résultant. Donc là, vous voyez que les lignes de champ, ils sont courbées. Donc, on a près de la charge positive, ça ressemble beaucoup à ce qu'on avait ici. Près de la charge négative, ça ressemble beaucoup à ce qu'on avait ici, mais entre les deux, on a l'influence des deux. En fait, on a la résultante. C'est une somme vectorielle, donc on a la résultante des deux. Ce qu'on peut remarquer, si jamais on vous demande de tracer un schéma des lignes de champ, c'est que les lignes de champ sortent des charges positives et rentrent vers les charges négatives. Donc ça, c'est une première chose qu'on peut essayer de se rappeler. La deuxième chose aussi, c'est que le nombre de lignes de champ, on va les dessiner proportionnelles à la charge. Ici, on a supposé des charges identiques. Donc, vous voyez que chacune des lignes qui part de la charge positive finit à la charge négative. Vous voyez, ça fait ça ici, ça fait ça ici. On en a une grande qui est ici. Celle-là, elle sort un petit peu du schéma, mais elle revient sur la charge négative. Puis celle-là, je sortirai encore plus du schéma, mais ça serait une très longue ligne qui viendrait jusqu'ici. Donc, chaque ligne de champ part de la charge positive puis va vers la charge négative. C'est sûr que pour savoir exactement dans quelle direction elle va, il faudrait vraiment calculer mathématiquement le champ résultant. Si je doublais la charge positive sans changer la charge négative, le champ créé par la charge positive serait le double de celle de la charge négative. Donc, je pourrais schématiquement le représenter en faisant 2 fois plus de lignes qui partent de la charge positive. Autrement dit, je ne sais pas combien il y en a ici, mais supposons qu'il y en avait une dizaine, je pourrais en dessiner 20, puis en garder 10 sur la charge négative. Et donc, à ce moment-là, il y aurait plus de lignes qui partiraient de la charge positive. Évidemment, 10 puis 20, ce serait un peu fastidieux à dessiner. Il faudrait peut-être mieux prendre 4 et 8, par exemple, quelque chose comme ça. Ensuite, quand on fait un schéma comme ça avec des lignes de champ, on peut avoir une idée de l'intensité du champ électrique en regardant la densité des lignes de champ. Donc, par exemple, si je me situe juste ici, il y a beaucoup de lignes de champ par unité de surface, donc le champ électrique serait intense à cet endroit-là. Si je me place ici, par exemple, à quelque part par ici, les lignes sont beaucoup plus loin les unes des autres, le champ va être moins intense puisque la densité des lignes va être plus faible. Ce qu'on vient de dire, je voulais vous ramener à la discussion qu'on a eue tout à l'heure. Je disais E égale, tantôt c'est quand on avait défini epsilon 0. On avait remplacé la constante de Coulomb par 1 sur 4 pi epsilon 0. Puis je vous disais, on a 4 pierres carrées ici au dénominateur. Et ça, c'est une surface. Alors, dans le fond, ce qu'on vient de dire avec les lignes de champ, on peut dire que quand on a une charge Q à quelque part, le nombre de lignes de champ va être proportionnel à la charge. Donc, Q sur epsilon 0, ça serait le nombre de lignes de champ. Puis ensuite, 4 pierres carrées, comme c'est une surface, en divisant le nombre de lignes de champ par la surface 4 pierres carrées, ça donne une densité.
de lignes de champ. Une densité par unité de surface. Et c'est ça qui donne le champ électrique. Donc, vous voyez un peu pourquoi tout à l'heure on parlait de 4pi epsilon 0, puis pourquoi on définit epsilon 0 de cette façon-là. Donc, à ce moment-là, ça permet de définir, d'ailleurs, on va appeler ça un flux électrique. Donc, Q sur epsilon 0, on va dire que c'est le flux électrique. Et une charge produit donc un flux électrique. Et le flux par unité de surface, ça va être le champ électrique.